Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. Ben oui, on est de retour ici, toujours pour cette émission. On va regarder ce qui se passe là, du côté de l'Alaska parce que c'est cette journée historique. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va sortir de ce sommet Trump et Vladimir Poutine. Ils se rencontrent donc en Alaska pour tenter de trouver une issue à cette guerre en Ukraine qui fait rage depuis plus de 3 ans maintenant. Ce qu'on nous dit, c'est que le président américain doit accueillir son homologue russe à la sortie de l'avion à 11 heures, heure locale. Ça veut dire à peu près autour de 15 heures. Bien, ça veut dire à 15 heures autour de heure de l'Est, donc heure de Montréal. Grosso modo, là, ça va se passer à peu près dans ces eaux-là. 15h30 rencontre. Certains nous parlent d'une rencontre qui pourrait être assez longue quand même. Quels sont les tenants et aboutissants de ça? C'est important parce que déjà, les réunir, c'était pas chose facile. C'est pas mince affaire, cette organisation-là. Et il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui dépassent simplement, là, justement, Vladimir Poutine, la Russie, les États-Unis. Ça a des conséquences sur le monde entier, particulièrement aussi en Europe. Il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de fébrilité. On va en parler maintenant avec Georges Mercier, qu'on entend souvent maintenant aussi du côté de LCN, à TVA. On peut vous lire souvent dans le Devoir, même dans la presse, on vous avait lu aussi cet été. Donc, Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques. Bonjour. Bonjour, merci pour la belle introduction. Bien, ça y est. J'apprécie, c'est gentil. Tant mieux. Puis je sais que vous aviez plein de réactions. Tantôt, ça vous faisait réagir aussi là, sur Québec solidaire. Puis vous avez dit quand même quelque chose, je vais le leaker, comme on dit, là, je vais le dévoiler. Vous avez dit peut-être qu'il serait temps. Il serait temps qu'il entre dans l'âge adulte. D'accepter de faire des compromis. Puis d'ailleurs, je commence là-dessus. Oui. Parce qu'on parle de Russie-Ukraine. Et pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il va falloir faire quelque chose que QS refuse souvent de faire au point de vue idéologique, à savoir des compromis, se salir les mains. Donald Trump a déjà parlé qu'il y aurait peut-être des échanges de territoires. Par exemple, que l'Ukraine allait devoir, dans le cadre d'un accord de paix, céder certains territoires à la Russie. Ça, c'est agir en adulte et se salir les mains parce que c'est refuser une politique maximaliste. C'est-à-dire, c'est soit la victoire jusqu'au bout, soit la défaite jusqu'au bout, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et là, ce à quoi on assiste peut-être dans les prochaines heures en Alaska, c'est un compromis. Puis un compromis, par définition, c'est quelque chose que les adultes font. OK. Mais déjà, d'emblée, Georges, quand vous dites ça, il y en a qui vont vraiment là, hérisser les poils un petit peu partout, sur la tête et ailleurs, je ne sais pas, parce qu'ils vont se dire, attention, là, c'est ça que veut la Russie. La Russie, elle est dans une position maximaliste. La Russie ne veut pas faire de compromis. La Russie veut plus même que les 20 de territoire qu'elle occupe. Là, on parle des régions, là, il y a 4 grandes régions, notamment, qu'elle convoite. La Russie veut neutraliser complètement l'Ukraine en disant pas de possibilité qu'elle accède à l'OTAN. Bon, ça, c'est pas mal acquis, là. On peut le dire, en tout cas, à court moyen terme, disons-le comme ça. Mais c'est une zone neutre, d'arrêter qu'on envoie des armes. Bref, soit que c'est un vassal ou soit qu'on est vraiment en train de la déposséder. Oui, tout à fait. Il faut dire que la doctrine russe, en ce moment, c'est une vieille doctrine soviétique où on fait des demandes gigantesques, maximalistes, dans le but d'avoir un peu moins. Donc, est-ce que Vladimir Poutine se contenterait, non pas, disons, l'accession à l'OTAN, ça n'arrivera pas. Et ça, c'est certain que l'Ukraine ne deviendra pas un pays de l'OTAN. Est-ce que Vladimir Poutine pourrait accepter quand même que ce qui restera de l'Ukraine, s'il y a un accord qui sépare le territoire, soit plus européen, intègre même l'Union européenne? C'est pas clair que ce serait pas possible. Donc, il y a quand même ça à dire. Les demandes sont immenses, mais peut-être que la résolution, elle va être un peu plus basse. L'autre élément à mentionner, c'est qu'il y a quand même une réalité sur le terrain. Et moi, je suis tout à fait d'accord, puis je vais être très clair là-dessus, c'est la Russie qui a envahi un État souverain en février 2022. Ça va contre le droit international, c'est illégal, on est tous d'accord. Le problème, c'est que là, nous sommes bel et bien entrés dans la 3e année de la guerre. La ligne de front est pratiquement gelée, c'est la Russie qui est à l'offensive, puis encore aujourd'hui, vous avez des centaines de personnes, voire des milliers de soldats qui décèdent à chaque semaine. Donc, il y a une guerre qui est très, très, très meurtrière sur le plan humanitaire. Bien, on nous dit au total, c'est à peu près, en tout cas les derniers chiffres, là, ça a peut-être évolué encore depuis, mais c'est jusqu'à 1 million de morts et de blessés. Là. Puis des fois, c'est pas juste dire, oui, mais personne n'est blessé. Non, si vous êtes blessé, ça peut être extrêmement grave. Vous ne pouvez plus combattre de toute façon. Il y a vraiment des vies qui sont brisées chaque jour. Des vies qui sont brisées, des familles qui sont brisées. Complètement. Mais par-delà les vies qui sont perdues, ce qui est déjà une tragédie, il y a aussi l'économie de l'Ukraine qui voulait peut-être devenir plus occidentale, plus européenne, qui ne pourra pas le faire tant et aussi longtemps que des missiles s'abattront sur Kiev ou sur ces grandes villes. Donc le coût, il n'est pas seulement humain, il est aussi économique, il est aussi historique et culturel pour le futur de l'Ukraine, tant que la guerre continue. Mais il y a aussi un autre coût dont on parle moins, c'est que cette guerre-là, elle a quand même occasionné le rapprochement de la Russie
avec la Chine, Tout à fait. avec l'Iran. On sait que l'Iran fournissait beaucoup de drones à la Russie. Donc, tant et aussi longtemps que la guerre se poursuit, il n'y a aucune possibilité que cette alliance-là se dessoude. Oui, puis ça, c'est intéressant parce que souvent, on va entendre ça dans des pays occidentaux. Ah, la Russie, bon, là, elle va rencontrer Vladimir Poutine va rencontrer Donald Trump. Là, on va briser l'isolement de la Russie. Mais attention, là, la Russie n'est pas isolée. Moi, quand j'entends ça, la Russie a créé d'autres types d'alliances. C'est sûr que son économie souffre. Là. On ne peut pas dire que tout va bien, Madame la Marquise, là, mais il y a eu quand même d'autres, parce qu'ils ne se sont pas écroulés non plus, même si c'est difficile. Justement, c'est un point extrêmement important que vous amenez, parce qu'on dit la Russie est isolée. Oui, la Russie est isolée du monde occidental, mais on l'a vu avec l'Inde, par exemple, il y a d'autres marchés où elle peut écouler son gaz naturel, où elle peut écouler son pétrole. On oublie aussi... À beaucoup, mais on oublie aussi de dire que les Européens achètent encore du gaz naturel aux Russes, malgré la guerre depuis 3 ans. Donc, c'est pas vrai qu'on va réussir à faire sombrer la Russie simplement en continuant la guerre. Cela étant dit, c'est peut-être la raison pour laquelle Vladimir Poutine a finalement accepté de rencontrer Donald Trump. L'économie russe montre des signes d'essoufflement. L'inflation repart. Il y a peut-être une grogne populaire qui monte en Russie. Et si les États-Unis appliquaient leurs sanctions secondaires, donc ça, c'est frapper des pays qui soutiennent l'effort de guerre russe, peut-être que ça pourrait faire suffisamment mal au Kremlin pour forcer une résolution du conflit. C'est pas clair, par contre. C'est pas clair. Puis il y a à peu près 3 avenues pour le conflit en Ukraine en ce moment. Soit c'est le statu quo. On continue comme ça, des gens continuent à mourir, et c'est la Russie qui a, disons, que l'offensive en ce moment. D'ici quelques années, on pourrait peut-être voir la capitulation de l'Ukraine, si rien ne se passe. On peut aussi attendre, je pense que c'est un pari qu'on a fait en Occident, que l'insatisfaction par rapport à la guerre mène à la chute de Vladimir Poutine. C'est un pari qui est assez difficile à entretenir quand on sait... Là, on est dans l'usure. Là, on est dans l'usure, mais Vladimir Poutine a la mainmise sur la Russie qui a été transformée en état de guerre, en économie de guerre depuis le début du conflit, donc c'est moins certain. La troisième éventualité, qui est à peu près pas certaine du tout, c'est que l'Ukraine remporte, que l'Ukraine parvienne à renverser la vapeur, à repousser les Russes. Mais là, en fait, parce que tout l'enjeu est là aussi, c'est que les Américains, avec Donald Trump n'avait plus envie nécessairement d'être le gendarme du monde. Là. Lui, il dit « America first, ça me coûte trop cher ». Là, il a fait son deal aussi, là, parce que les Européens ont décidé de se reprendre un peu en main, mais ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont décidé de se réarmer, d'investir beaucoup d'argent, des milliards et des milliards de dollars au cours des prochaines années. L'Ukraine compte là-dessus, mais est-ce que ce sera suffisant? Donc, est-ce que, par exemple, avec toute l'aide des Européens à l'Ukraine et les États-Unis quand même, là, qui, tu sais, en ce moment, bon, ils avaient dit « moi, je me retire », on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué quand même, mais est-ce que l'Ukraine peut survivre avec l'aide des Européens, par exemple? Ça dépend, parce que un autre problème, c'est que les économies occidentales ne se sont pas transformées, elles, comme l'économie russe, en économie de guerre. Par exemple, on ne produit pas assez de pièces d'artillerie. Donc, il y a un moment où, si on ne veut pas vider nos stocks à nous, aussi bien au Canada, aux États-Unis que dans les puissances européennes, on ne peut pas donner tant de missiles, de bombes que ça à l'Ukraine. Donc, il y a ce problème-là. On n'a pas transformé nos économies de telle manière à soutenir l'Ukraine. L'autre problème, c'est que même si les États-Unis décidaient de sortir du conflit et que les Européens disaient « nous allons prendre le relais, nous allons aider l'Ukraine jusqu'au bout », mais il y a un problème dans la défense de l'Ukraine. Ça va vous paraître un peu saugrenu, peut-être, là. On parle souvent de dissuasion nucléaire. Okay? On dit qu'il y a une balance des armes nucléaires. Le problème des Européens, c'est que oui, la France et la Grande-Bretagne ont des armes nucléaires, mais ils n'ont pas toutes les armes possibles. Ils n'ont pas des armes stratégiques qui peuvent, par exemple, seulement détruire une usine. Donc, ils ne peuvent pas dissuader la Russie comme les États-Unis peuvent le faire. Donc, il faut que les États-Unis restent embarqués si on veut continuer à soutenir l'Ukraine efficacement. Et je veux qu'on revienne donc à cette journée qui est très importante. Donc, comment ça va se passer là, entre Trump et Poutine? Bien, en politique, il y a deux trucs. D'abord, il y a le contexte, puis après, il y a des relations interpersonnelles. Donald Trump, depuis des années, est persuadé, pour des raisons qu'on ignore, qu'on apprendra peut-être un jour, qu'il a une relation privilégiée avec Vladimir Poutine. Et il croit sincèrement, c'est ce qu'il a dit, bon, il montre de l'hésitation, mais il semble croire que s'il s'assoit dans une table, comme vous et moi en ce moment, qu'il le regarde dans le blanc des yeux, il pourra savoir s'il a un deal ou non, un accord ou non. S'il arrive, puis il y a cet accord-là, peut-être qu'il pourrait être forcé aux Ukrainiens et aux Européens. T'sais, regardez, il va y avoir partition de territoire, il va y avoir ces garanties-là, vous le prenez ou vous le laissez. Si vous le laissez, les États-Unis retirent leur bille. De l'autre côté, peut-être que Donald Trump va s'impatienter pour de bon face à Vladimir Poutine, parce qu'on a vu qu'il avait haussé le ton dans les dernières semaines par rapport à lui, parce qu'il sentait qu'il le prenait comme un pantin qu'il pouvait contrôler. OK. Que veut Donald Trump aujourd'hui? Donald Trump veut deux choses. Idéalement, il voudrait un cessez-le-feu, parce qu'il a été cohérent là-dessus, il n'aime pas les morts inutiles. Mais il pourrait avoir autre chose qui ne serait pas un cessez-le-feu, qui serait une victoire, par exemple un nouvel accord sur les armes nucléaires.
l'accord qui limite la création d'armes nucléaires expire bientôt. Les États-Unis et la Russie doivent être dans un accord là-dessus. Si Vladimir Poutine ne s'entend pas sur l'Ukraine avec Donald Trump, il pourrait quand même lui dire « Laisse-moi faire ce que je veux en Ukraine, mais nous allons reprendre un accord nucléaire. » Et ça, pour Donald Trump, ce serait une bonne victoire parce qu'il pourrait dire aux Américains « J'ai fait tout ce que je veux pour l'Ukraine, mais regardez, la sécurité nucléaire va être assurée grâce à cet accord-là qui est America First. » Ça, pour lui, ce serait une victoire pour Donald Trump. Et pour Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il peut aller chercher aujourd'hui? Vladimir Poutine a déjà eu une victoire. On l'entend partout, mais Vladimir Poutine a quand même réussi à se faire inviter en sol américain alors qu'il a pris la décision d'agresser un État souverain, alors que Vladimir Poutine est quand même poursuivi par plusieurs pays en lien avec un mandat de la Cour pénale internationale. Donc, c'est déjà une victoire. Mais moi, ce qui m'a fasciné avec ce sommet-là, c'est le lieu qu'on a choisi. Parce que l'Alaska, on dit, c'est à distance égale de Moscou et de Washington, peut-être, mais c'est aussi le territoire sur la planète que les Américains et les Russes partagent. Ils ne pourraient pas être plus loin de l'Europe. Ils sont sur un territoire qui est un peu un symbole de l'amitié américano-russe, parce que les Américains avaient acheté l'Alaska, et où il y a encore plein de monuments russes et orthodoxes, notamment à Anchorage, où ils se voient. Donc, Vladimir Poutine a une victoire d'image, mais il y a un risque pour Poutine. Donc, c'est bien beau de dire qu'il a déjà gagné. S'il se rend à la réunion et il adopte une posture maximaliste qui enrage Donald Trump, là, il pourrait peut-être faire face aux sanctions dont on parlait tantôt qui pourraient faire mal à l'économie russe et donc à l'effort de guerre. Et en quelques mots, le Canada, on se situe où là-dedans? Le Canada, comme d'habitude, se situe dans le chemin des États-Unis parce que le Canada n'a pas une puissance suffisante pour peser sur la scène mondiale. Georges Mercier, analyste politique, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et on surveille évidemment cette journée, ce moment de vérité dans quelques instants. Merci beaucoup et félicitations pour votre émission. Bien, c'est gentil. Merci. Salut.